Bonjour et bienvenue dans Télématin, Bonjour, Marlène Schiappa. merci. Alors, c'est une bonne situation, ça, Mini? Écoutez, il y a 350 pages pour répondre à cette question pas si facile qu'il n'y paraît, Ouais. parce que c'est une situation évidemment de pouvoir, donc on a la capacité de faire changer les choses, de porter ses convictions, d'agir. Et en même temps, c'est vrai que ce n'est plus une situation aussi prestigieuse qu'avant. Ça, on En va y venir, témoigne ouais. par exemple le nombre de personnes qui refusent d'être ministre, le nombre de critiques que vous avez. Et je trouve qu'il y a un mélange de fascination, mais aussi de détestation vis-à-vis des ministres et des responsables politiques. C'est un peu attirance-répulsion tout le long. Ouais. En fait, dans ce livre, ce qui est original, c'est que vous avez choisi de répondre à toutes les questions qu'on a pu vous poser quand vous étiez ministre ou maintenant sur le job. Quelles sont les questions les plus étonnantes, celles qui vous ont le plus surprise, vous? Alors, on me pose beaucoup de questions sur Brigitte Macron à chaque Oui, fois que est-ce je qu'elle me est sympa déplace. C'est ça, comment elle est en vrai, etc. Alors, elle est on me sympa pose- ou pas, en vrai? Évidemment. Non, mais vous n'êtes plus ministre. Elle est sympa, en vrai, Je ou suis pas? plus ministre, mais j'étais hier après-midi avec Brigitte Macron pour tout Bon. vous dire. Et effectivement, oui, c'est quelqu'un qui est très empathique, qui a une vraie écoute aux autres. Donc moi, j'adore Brigitte Macron. C'est évidemment... voilà, il n'y a rien en contresens là-dedans. En revanche, par exemple, on me pose beaucoup de questions sur les officiers de sécurité. Ouais. Ça fascine beaucoup les gens de savoir est-ce qu'ils nous suivent partout, si on est dans le train, est-ce qu'ils vont jusqu'aux toilettes avec nous, est-ce qu'on peut aller acheter une baguette sans prévenir quelques heures avant. C'est vrai que j'essaye de répondre à ces Et c'est questions. oppressant, ça, justement, d'avoir les officiers de sécurité tout le temps, qui finalement savent toutes vos vies, de vos conversations, de tout. Ils sont tout le temps là. En fait, tout est ambivalent. Vraiment, le fait de la situation de ministre, c'est une situation ambivalente, ambiguë, paradoxale, parce que à la fois, évidemment, c'est très confortable d'être protégé. Si on n'était pas protégé, alors qu'on a énormément d'attaques et il y a de plus en plus de violence dans la vie politique, ce serait invivable. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des officiers de sécurité absolument géniaux que je salue. Mais c'est vrai que c'est parfois un peu pesant de ne jamais être seul. Si vous voulez faire une promenade romantique l'été sur la plage avec Vous êtes à trois, compagnon, il y a des gens à mettre à côté de vous, donc c'est un petit peu compliqué. Oui. Autre question, Marlène Schiappa. Comment tu fais pour supporter toutes ces critiques? Oui. Vrai sujet, ça. Hein. Alors, c'est une question qu'on me pose beaucoup. Alors d'abord, j'ai installé une application pour les réseaux sociaux qui s'appelle Bodyguard, je ne sais pas si j'ai le droit de la citer, et qui bloque en fait toutes les injures. Donc il y a sans doute des gens qui m'injurient depuis des années sur Twitter, mais je ne les vois pas. Ça a été dur pour vous ou pas? Il y a eu des soirs de larmes, il y a eu des moments où c'était trop pour vous? Pour moi, les critiques n'étaient pas forcément... Alors, il y a deux types de critiques. Il y a les critiques justifiées, qui peuvent être même constructives, parce qu'elles vous amènent à vous remettre en question, donc elles sont évidemment utiles. Ça, c'est les critiques politiques, mais aussi des voilà, attaques ad hominem. Il y a des attaques ad hominem qui sont effectivement beaucoup trop difficiles, et particulièrement en direction des femmes. J'espère qu'un jour, notre société se penchera sur le sexisme que vivent les femmes en politique. Je pense qu'on n'en a pas encore tiré toutes les leçons. Donc oui, moi, j'ai fait déposer plainte à chaque fois qu'il y avait du cyberharcèlement. Pour soi, mais vous n'avez jamais vacillé? Il n'y a pas des soirs quand vous rentrez chez vous, vous dites mais finalement à quoi bon quoi? Il y a deux fois où j'ai vraiment pleuré à chaudes larmes. Je le raconte les deux dans le livre. Et notamment, l'une, c'était le soir de Samuel Paty. Parce qu'en fait, les critiques sur soi, bon, c'est des questions personnelles. Mais ce qui est terrible, c'est quand vous êtes une femme trentenaire qui vient de la société civile et vous vous retrouvez avec le président de la République, le ministre de l'Intérieur, plongé dans des faits de terrorisme qui ont bouleversé tout le pays. Mais vous les vivez de l'intérieur. Moi, je n'oublierai jamais le regard, par exemple, de ce policier jeune qui a intercepté le terroriste dans sa course terrible. Et ça, ce sont des événements, bien sûr, qui marquent à vie. Vous parlez aussi donc de la perte de prestige des ministres. Et je vais vous lire. Hein. La vérité, c'est que les dernières générations de politiques ont lâché du terrain. La classe politique s'est laissée marcher dessus, s'est laissée rester comme le paillasson du pays, s'est excusée de tout et de son contraire, a plaidé coupable pour tout, ce qu'elle mange, ce qu'elle fait de ses soirées, ce qu'elle paye, avec qui elle couche, où elle part en vacances. Mais pourquoi on en est arrivé là ? Mais c'est une très bonne question. Et moi, je suis toujours sidérée de voir à quel point les gens qui font de la politique doivent se justifier de leur vie personnelle. Mais est-ce que vous avez l'impression de participer à ça d'une certaine manière, en vous exposant beaucoup, vous aussi ? Non, parce que je le dis dans le livre, on a pu avoir l'impression que je m'exposais. Mais par exemple, vous ne savez pas comment s'appellent mes enfants, vous ne les avez jamais vus. Et j'ai toujours refusé d'exposer mes enfants. Et d'ailleurs, ça m'a valu justement un certain nombre de récriminations. Et je trouve que même quand on... L'idée, c'est comment on joue le jeu, qu'est-ce qu'on donne pour qu'on nous laisse tranquilles sur d'autres faits. Quand Édouard Philippe, Premier ministre, refuse de donner sa destination de vacances, qui est un peu la tradition, il est poursuivi et des paparazzis le suivent pour révéler l'endroit où il se trouve en vacances. Un peu comme si cette transparence était obligatoire, d'une part, et d'autre part, je trouve qu'on ne met pas la transparence au bon endroit. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on fait de la politique, on a l'impression qu'on doit s'excuser d'être un responsable politique. Or, moi, tous les ministres que j'ai croisés, en tout cas l'immense majorité de ceux que j'ai croisés, étaient des gens qui avaient juste envie de s'engager pour l'intérêt général et d'améliorer la vie de leurs concitoyens. Je sais que ça n'est pas populaire de dire cela. J'ai conscience de la schizophrénie de ma question, puisqu'on passe nos journées et nos soirées à vous inviter, vous les politiques. Mais est-ce que les politiques parlent trop ? Oui. Est-ce que vous parlez trop ? Est-ce que vous avez trop parlé ? Est-ce que vous êtes trop exprimé, vous et les autres d'ailleurs ?
Je n'ai pas le recul encore pour vous dire ça, mais d'une part, vous savez, moi j'étais secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes. Ouais. J'ai une petite administration, un petit budget. Si j'avais envie qu'on me donne des arbitrages favorables, eh bien mon arme, ça a été les médias. Et je remercie les journalistes et les médias. C'était une façon de faire pression sur l'interne, en quelque sorte, quand on... Bien évidemment, parce que quand vous n'avez pas beaucoup de budget, pas beaucoup d'administration, mais qu'on vous tend les micros, eh bien vous avez la possibilité de mettre ce sujet à l'agenda. Mais c'est vrai, quand on est ministre, on vous sollicite sans cesse pour vous exprimer. Et c'est très plaisant pour moi, depuis quelques temps, de retrouver cette posture d'écoute, d'aller rencontrer des gens et de leur dire « parlez-moi de vous » et je vais vous écouter longuement. Ce livre, c'est le 10e que vous commettez depuis 2017. Beaucoup vous l'ont reproché. Ils ont dit « mais quand on est ministre, on n'a pas le temps normalement d'écrire 10 bouquins ». Mais j'en parle dans le livre, justement, il y a un chapitre consacré à ce sujet. Quand un homme politique vous dit « je me lève 1 heure plus tôt tous les matins pour aller faire un jogging », on se dit « waouh, quel héros, qu'est-ce que c'est sain, c'est formidable, etc. » Et quand une femme politique vous dit qu'elle veut faire autre chose, bien là, c'est critiqué. Mais vous savez, le fait d'écrire pour une femme, c'est subversif, quelle que soit l'époque et quel que soit le métier de cette femme par ailleurs. Mais là aussi, c'est très paradoxal et c'est très ambivalent. On reproche aux responsables politiques de ne faire que ça, d'être hors sol, d'être obnubilés par leur activité. Et quand ils font autre chose, on leur reproche aussi. Et quand ils font autre chose, on leur dit qu'ils devraient 24 heures sur 24 ne faire que ça, ne pas avoir de famille, ne pas sortir. Regardez les polémiques qu'il y a eu pendant ce quinquennat parce que des ministres sont partis en vacances ou parce que des ministres sont sortis dans un restaurant ou ont été pris en photo dans des cadres privés, comme s'il n'y avait plus de privé qui devait exister. Bon, et alors, ancienne ministre, alors, est-ce que ça c'est bien? Être ancien ministre, c'est s'asseoir à l'arrière d'une voiture et s'apercevoir qu'elle ne démarre pas, c'est ce qu'avait dit votre lointain collègue François Goulard. Est-ce que c'est dur, honnêtement? Est-ce qu'il y a un blues de l'après? Pas du tout. Alors tout le monde m'avait prévenu de ça en me disant tu verras, les gens arrêtent de t'appeler, tu perds des amis, etc. C'est vrai ou pas vrai, non? Pour moi, non. En tout cas, à ce stade, j'ai eu au contraire j'ai retrouvé des amis. D'une part, j'ai retrouvé du temps aussi. Et puis, je trouve pas que ce soit... Non, je pense qu'on n'est pas à plaindre. Il y a des gens beaucoup plus à plaindre dans le pays que les anciens ministres. Vous décrivez les ministres, ils sont des personnes à la fois grandiloquentes et tourmentées, agressives et fragiles, magnifiques et pathétiques, brillantes et inquiètes. Et vous ajoutez, au fond, c'est pas si enviable d'être ministre. Si demain, Emmanuel Macron vous appelle et vous dit « Marlène, je voudrais que tu reviennes ». D'une part, c'est pas sur la table. Et d'autre part, je pense que les gens qui acceptent d'être ministre le font pas pour se faire plaisir. Souvent, quand j'étais ministre, on m'a demandé « Mais est-ce que tu es heureuse ?» Et je n'ai jamais su quoi répondre à cette question parce qu'en fait, ce n'était pas le sujet. Mais si demain, Emmanuel Macron, on sait bien que ce n'est pas sur la table, mais que ça le sera dans les 10 minutes qui précéderont peut-être la nomination du gouvernement, qu'est-ce que vous lui dites? Il faudra se décider vite. Moi, j'ai des projets. En ce moment, je rentre de New York. J'étais à l'ONU pour nouer des partenariats. Je suis en train de créer une activité pour améliorer l'égalité entre les femmes et les hommes, qui est le combat de ma vie. Je préside 10 ans une association avant d'être membre du gouvernement. Donc, pour l'instant, j'ai des activités. Vous avez trouvé une autre occupation, vous êtes passé à autre chose? Écoutez, moi, comme tout le monde, je fais tout pour faire en sorte que le pays se porte mieux, mais je pense qu'il y a beaucoup de manières d'agir, pas forcément en étant ministre, heureusement. Et est-ce que ça vous poserait, vous avez été très engagé dans la défense des femmes, ça vous poserait un problème d'être assis au Conseil des ministres à côté de Damien Abad ou pas? La question se pose, honnêtement. Je trouve que cette situation est extrêmement problématique, et notamment parce moi, j'ai tout fait quand j'étais à l'égalité femmes-hommes et ensuite à l'intérieur pour faire en sorte que les femmes puissent déposer plainte. On a créé plein d'outils, une plateforme dont je redonne le nom qui s'appelle arrêtonslesviolences.gouv.fr. J'invite toutes les femmes qui ont pu être victimes de quelque violence que ce soit à se connecter sur cette plateforme. Et donc vous préféreriez qu'il ne soit pas au gouvernement, Damien Abad, pour dire les choses clairement? Je trouve que ça nous montre notamment les limites des dispositifs de signalement des violences sexuelles dans les partis politiques. On met en place des dispositifs de signalement, mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait ensuite de ces dispositifs de signalement? Et quand il y a autant de faits qui sont rapportés, oui, la question se pose, mais ensuite, c'est à la justice de se prononcer, bien sûr. Merci, Marlène Schiappa. Ce livre, c'est une bonne situation. Sa ministre est une bouffée de fraîcheur et de sincérité. On comprend mieux pourquoi vous n'êtes pas toujours exactement rentré dans le moule. C'est publié aux éditions de l'Observatoire. Merci à vous. Merci à vous.